Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilimbe du www.jctune.com et bienvenue à vous tous pour une session récap hebdomadaire. On va passer en revue les faits marquants et importants qui ont impacté les marchés financiers durant cette semaine de négociation du lundi 16 juin au vendredi 20 juin 2025, qui est exactement 13h47, c'est-à-dire un peu moins de 2 heures avant l'ouverture des marchés US ce vendredi. Rappelle que hier, c'était Juneteenth, donc en gros, c'était le jeudi 19 juin et les marchés US étaient fermés. Et donc, on va passer en revue, si vous voulez, ces 3 jours et cette quatrième session pré-trading de négociation aux États-Unis. Donc là, accrochez-vous, c'est parti. Avant de commencer, nos avertissements. Donc, rappelle que l'objectif des rapports d'analyse est strictement informatif et éducatif. Ceux-ci doivent être considérés comme un élément de recherche et de développement et ne doivent en aucun cas être interprétés comme une recommandation d'investissement ou une incitation à reproduire des opérations et toute autre stratégie mentionnée ou illustrée dans les programmes et au cours des sessions. Veillez à bien comprendre les risques liés à l'investissement. Au trading, il y a toute opération réalisée avec des actifs à rendement variable et très volatiles, ainsi que d'autres actifs et aux produits financiers dérivés, futures options, ETF, CFD, etc. Il est impératif de prendre vos décisions en fonction d'une éducation financière solide, réalisez vos propres recherches, analyses et enquêtes avant de vous engager et soyez conscient que votre capital est en danger. Il est à noter que les membres et collaborateurs du GCTUM peuvent avoir des intérêts ou des investissements dans un ou plusieurs actifs mentionnés ou analysés dans les programmes et rapports et sous forme de dérivés et ou sous-jacents. Donc voilà, ceci étant dit, passons en revue la semaine de négociation. Rappel, aux États-Unis, c'était une mini-semaine de négociation, donc lundi, mardi, mercredi. Jeudi, c'était un jour férié aux États-Unis. Et aujourd'hui, vendredi, là, nous sommes un peu moins de 2 heures avant l'ouverture des marchés US. Mais tout le monde, il y a le pré-market que je vais regarder ici. Donc les indices, pour le moment, ben, tout est positif. Une semaine très importante, donc je vous place dans le contexte. Bien, vous savez bien tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Et si vous voulez, le conflit au Moyen-Orient vient de supplanter ou de prendre la première place au niveau des éléments qui inquiètent les marchés financiers. En première place, il y a un peu plus d'une semaine, nous avions les négociations concernant les tarifs douaniers États-Unis et tous leurs partenaires commerciaux. Donc États-Unis-Chine, numéro un, et ensuite États-Unis-Union européenne, États-Unis-Mexique, États-Unis-Canada et d'autres nations, Japon, Corée du Sud, etc. Donc ça, c'était les éléments qui inquiétaient, ou c'était l'élément qui inquiétait le plus le marché, vu la rhétorique de Donald J. Trump, et aux côtés de Scott Bessent et de Howard Lutnick. Donc Scott Bessent, c'est le ministre des Finances, si vous voulez, et Howard Lutnick, c'est le ministre du Commerce. Et bien, c'est eux qui sont à la tête des négociations qu'on a vues à Genève et à Londres récemment. Donc ça, c'était les points les plus importants pour les marchés financiers, vu l'impact potentiel inflationniste et plonger l'économie globale en récession. Donc contraction, pourquoi pas récession. Et d'un autre côté, ben, très récemment, ou on va dire du moins cette semaine, nous avons eu les événements au Moyen-Orient, donc Israël et Iran. Et bien ça, maintenant, c'est devenu l'élément le plus inquiétant pour les marchés financiers, vu ben, là la production énergétique de la région et évidemment les contraintes que cela pourrait comment cela pourrait impacter le monde, donc l'économie globale. Donc c'est un élément clé. Donc là, vous voyez plus ou moins le contexte. Et on va dire que dans ce champ de bataille, dans cette zone de turbulence que nous traversons maintenant, bah, nous allons voir, nous, comment les marchés ont évolué et quelles sont les perspectives. Vu que, comme tout passe. Et à un moment donné, les marchés deviennent, si vous voulez, immunisés. Ils sont indifférents à ce qui se passe. Vous avez vu clairement ce qui s'est passé durant la pandémie. Malheureusement, il y a eu pas mal de fatalités, mais vu que par après, les marchés se sont adaptés et lorsqu'on parlait de différents variants, ceci, etc., bah, les marchés n'étaient pas impactés par cela. Okay, donc là, nous pensons, même pas nous pensons, mais ici on peut dire qu'on est sûr, comment dirais-je, avec conviction que les marchés vont à un moment donné ben, écarter cela et continuer à évoluer. Donc évoluer sur quoi? Ben, sur base des fondamentaux économiques et bien microéconomiques, donc les compagnies et tout ça et tout ça. Donc le premier point qu'on va passer en revue, c'est l'introduction et le contexte global. Un, géopolitique, comme on l'a souligné, l'intensification du conflit Israël-Iran entre le 13 et le 20 juin a dominé l'agenda, chose que j'étais en train de commenter en introduction. L'Iran a menacé de débloquer le détroit d'Ormuz, enfin, pardon, de bloquer le détroit d'Ormuz, et ce canal stratégique représente près de 20 à 25% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Vous voyez que c'est très, très, très important. Maintenant, comment cela a impacté les monnaies et les taux? Les banques centrales, donc la Fed, BOE, c'est-à-dire c'est la Banque d'Angleterre, et CNB, c'est Swiss National Bank, donc Banque nationale suisse, et avant la Fed, nous avons eu la BOJ. Donc, mardi, mercredi, jeudi,
c'était des journées qui étaient très, très, très importantes pour les marchés financiers au niveau des politiques monétaires des banques centrales. Et toutes ces banques centrales ont maintenu les taux d'intérêt inchangés. Donc ces trois banques centrales, principalement, ont suspendu ou ajusté leur politique en réponse à la hausse des risques inflationnistes via les coûts de l'énergie. Et ça fait écho à ce que je vous ai commenté il y a quelques instants. Mais nous, on va se focaliser sur la Fed, qui est évidemment la banque centrale des États-Unis, qui contrôle tous les leviers de pouvoir du dollar. Et ils ont maintenu leur politique inchangée. Et selon Jay Powell, donc durant la conférence de presse que j'ai suivie religieusement, il s'attend, enfin même pas il s'attend, il projette euh, minimum, je dirais, 2 rate cuts, donc 2 baisses de taux cette année. Donc ce sera fin du Q3, donc fin du troisième trimestre, donc septembre, il y a un FOMC. Ensuite, nous avons un FOMC en octobre, rien en novembre et un autre en décembre. Donc on verra si on aura 2 rate cuts ou 3 rate cuts. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi parce que ça stimule les marchés, le coût du capital baisse et c'est bon pour l'économie. Donc ça stimule la consommation et les investissements pardon, pour ou par les institutions et d'un autre côté, les corporations, surtout les corporations, donc on va dire le secteur privé, ok, et à travers tout le spectre de market cap. Donc les large cap, mega cap comme Nvidia, Apple et autres, et ensuite les PME, donc les small caps, donc là des entités à plus petite market cap. Donc small cap, c'est tout ce qui est en deçà des 2 milliards de dollars, ok. Donc ça, ce sont des points clés. Évidemment, cette news, elle va faire du bien au marché financier. Et d'un autre côté, la Fed, si elle sent que les conflits et la rhétorique au niveau des tarifs douaniers impacterait les marchés, donc causerait un ralentissement économique, elle pourrait aussi stimuler l'économie en baissant les taux d'intérêt. Donc vous voyez que la turbulence que nous vivons, il y a pas mal d'opportunités. Donc c'est à nous à savoir quoi faire, où aller dénicher ces opportunités et avoir le procédé qui nous permette de filtrer et de trouver des pépites. Okay. Dernier point, sentiment de marché, donc couverture accrue, sécuritaire, donc safe haven, donc l'or, le dollar, le franc suisse et les bons souverains en hausse. Et ici, vous avez un graphique de l'or. Donc là, c'est les futurs, donc juste avant l'ouverture des marchés US. Donc capture écran aux alentours de 13 heures ce vendredi 20. Et comme vous voyez là, le gold est aux alentours des 3300 et des poussières. Donc vous voyez qu'on a un méga momentum aussi. Donc déjà depuis le mois de mai, là, c'était tout le côté tarif douanier et tout ça. Et mois de juin, claire hausse, enfin hausse claire et nette, lorsque le conflit a commencé. Eh bien, à un moment donné, on prend des bénéfices avec le gold, vu qu'il y a des tours de passe-passe, pour dire ça comme ça. Donc, on passe de gold au dollar, dollar au bon, on revend des bons, ensuite on passe au marché. Ah tiens, les risques, on sort des marchés, on sort de Nvidia, Apple, Bitcoin, etc. On récupère du dollar, dollar, on le remet dans l'or, l'or, on passe un peu dans les bons, et ainsi de suite. OK. Donc là, c'est ce que nous avons constaté. Donc là, le gold a une forte prise au-delà des 3400 $ et ensuite, il y a une légère retombée. Donc cette retombée, c'est pas qu'on abandonne l'or, c'est tout simplement que l'on prend des bénéfices et on se diversifie. OK. Donc ça, c'est ce vendredi. Poursuivons maintenant le point suivant. Deuxième point, analyse détaillée par thème. Donc 2.1, crise au Moyen-Orient. Donc rentrons un peu plus en profondeur. L'origine, Israël a lancé des frappes aériennes ciblées contre des installations nucléaires et militaires en Iran, c'était le 13 juin, entraînant des répliques et menaces sur le détroit d'Ormuz. Impact sur les marchés, donc le pétrole, le Brent, il est monté pas mal. Donc là, je vais surveiller ça maintenant. Donc on est toujours dans une phase haussière. Donc le crude WTI est à 73 $, légère baisse ce matin. Et quand je dis ce matin, c'est hors de New York. Et le Brent, lui, est à 76 $ en baisse de moins 1,29%. Okay. Donc là, c'est les prix que vous voyez ici. Donc c'est monté énormément. Rappelez-vous, hein, vu qu'on parle de problèmes dans la région, détroit d'Ormuz, vous avez vu en gros plus ou moins les statistiques en termes d'approvisionnement en énergie qui transitent par le détroit d'Ormuz. Donc si cette zone est touchée, bah, ça va toucher l'offre. Et d'un autre côté, la demande, bon, on tente de quoi d'accumuler un max de pétrole avant qu'il y ait une escalade et une amplification des tensions et du conflit. Et donc voilà, ce qui a entraîné une hausse des prix. Et bien, une fois que les choses se calment, vous voyez que ça retombe légèrement, du moins les prix retombent. Et au niveau des actions, donc indice mondial recule, donc le stock 600 perd moins de 5, ça c'est pour la semaine, et les banques en Russie préviennent d'un repli potentiel de 20% si le conflit se durcit. Une baisse de 20% pour les indices, c'est quoi? C'est un bear market. Moins 5%, c'est un pullback, donc du pic le plus haut, vous comptez moins 5, moins 5%, c'est un pullback. Du pic le plus haut, vous comptez moins 10%, ça, ce serait une correction. Et du pic le plus haut, lorsqu'on atteint les moins 20%, ben là, on est en bear market. Donc attention. Et avec dans ce cas de figure que les banques centrales pourraient intervenir, je ne vais pas dire de manière prématurée, mais anticiper ce genre de scénario, vu que ça aurait des répercussions négatives sur les économies au niveau global, et estimuler l'économie avec une baisse de taux d'intérêt, okay, pour tenter de court-circuiter cela. Et les répercussions géopolitiques, Shell alerte sur un impact énorme sur le commerce maritime si le détroit est bloqué. Bien, on parle du détroit d'Ormuz. Les entreprises du Golfe activent leur plan de continuité, craignant des effets sur les chaînes logistiques. Donc, bien, tout ce qui se passe dans la région. 2.2, instruments et secteurs clés. On a déjà vu l'or en début de session. Maintenant, on va se focaliser sur le Bitcoin, par exemple. Donc, prix actuel aux alentours des 105 000. Donc, on va vérifier ça.
106 000 $, donc le BTC est monté, comme tous les indices qui sont en train de remonter ce vendredi matin. Et donc là, la tendance hebdomadaire descendue sous les 103 000, mais maintenant on est en train de se récupérer. Donc là, lorsqu'il y a eu des attaques, ça provoquait un choc de liquidité, hausse de la volatilité, risk off, donc tout le monde abandonne les marchés. Donc on recherche de valeurs refuge et de stock de valeurs. Et donc voilà en gros ce que ça fait pour le BTC. Il atteint les 103 000 $, puis rebond proche de son ATH. Donc non loin des 110 000, je dirais les 108 000, 107 000. Et donc il y a pas mal de volatilité. Et donc ça, c'est ce que vous voyez ici à l'écran. Donc n'oubliez pas, on parle du mois de juin. Vous avez vu, comme dirais-je au début, donc là, c'est le début du mois de juin, donc on va dire plus ou moins dans cette zone. Lorsqu'on avait atteint les 110 000, chute, récupération, chute, et là on est en lévitation. Donc, vous voyez que ici c'est 50-50, où il y a une continuité du momentum haussier, ou bien ben, s'il y a une escalade et intensification du conflit, clairement on s'attend à ce que les marchés chutent. N'oubliez pas, lorsque les marchés chutent, ce n'est pas la fin du monde. Ça, ce sont des méga opportunités d'achat, bien si vous savez ce que vous faites. Poursuivons maintenant. Passons au point suivant, les 7 magnifiques. Donc là, rappelez-vous, ce sont les big tech, donc là, Microsoft, Apple, Nvidia, Tesla, Meta, donc maison mère de Facebook, Amazon.com et Google, donc Alphabet. Donc, interprétation indice majeur, donc là, US, donc 6500 Nasdaq, ce sont ces entités qui dominent. Et ici, on a utilisé l'ETF SPY, donc le S&P, l'ETF de S&P 500, qui est légèrement sous, qui est plus ou moins aux 600 $. Donc la performance, donc séance terne cette semaine, mouvements latéraux malgré le choc géopolitique, ça c'est ce que vous voyez ici. Donc ça c'est le MAG-S, Round Hill Magnificent 7 ETF. Donc là, Round Hill, c'est un asset manager. Et donc là, ils ont lancé leur ETF des Mag 7, donc là, des 7 magnifiques. Et si vous regardez bien, les 7 magnifiques sont les entités qui dominent le Nasdaq 100 et le S&P 500. Et il y a ces graphiques se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Donc, suivre les 7 magnifiques, c'est un parfait proxy pour suivre les indices américains, du moins les indices des large cap. Donc, à ne pas confondre avec les small cap, donc l'indice du Russell 2000. Et comme on le voit ici, on est en lévitation, plus ou moins la même chose que le BTC. N'oubliez pas que ces actifs sont fort corrélés. Et ici, vous voyez qu'on n'arrive pas à pulvériser, je dirais, le niveau des 54, 55 $. Et ici, il y a une intensification du conflit et d'autres éléments. Imaginez que les négociations États-Unis, Chine et autres nations ne donnent rien ou n'aboutissent à rien à court terme. Les marchés vont refléter cela. Et donc ici, probable chute. Et bientôt, nous allons rentrer en période de publication des résultats trimestriels. Et bien, les perspectives des compagnies, les attentes de Wall Street pourraient être, on va dire, revues à la baisse. Ça, c'est quelque chose de très négatif. N'oubliez pas, c'est à court terme. Et bien, si nous avons cette montée de volatilité et une chute des actifs, ça, c'est quoi? Ça se transformerait en méga opportunité. Okay. Donc, quelle est la stratégie? Donc, Citi reste optimiste sur la tech et cible les 6300 pour fin d'année. Évidemment, 6300 points, ça c'est pour le S&P 500. Et envisage 7000 points si les conditions macro sont favorables. Donc, rappelez-vous, ça, ce serait dans un monde parfait. Donc, fin du conflit au Moyen-Orient, la rhétorique au niveau des tarifs douaniers, ok, ça va bon train, négociation, poignée de main, et ça se passe bien entre les États-Unis et la Chine et tout ça. Les banques centrales qui baissent les taux d'intérêt, tout ce que Trump veut faire au niveau de ses politiques MAGA, voilà, ça passe au Congrès, ça passe au Sénat, et boum, expansion économique, et bien les marchés vont refléter cela par une continuité du bull market. Okay. Donc voilà. Maintenant, nous poursuivons au niveau du pétrole. Donc là, le pétrole, on a déjà commenté pas mal de points. Donc là, une légère hausse. Et maintenant, nous avons les prix qui sont en train de se rétracter quelque peu. Donc normal, vu que ça s'apaise. Et offre et demande, stock non OECD en hausse, mais risque de perturbation vers le détroit d'Ormuz, comme on l'avait cité un peu plus tôt. Et perspective IEA. Donc ça, ce sont des institutions. Hein, donc l'Organisation mondiale comment dirais-je, des pays qui sont membres de la OECD. Et la IAE, c'est une institution qui on va dire, fait des statistiques et suit de très près ce qui se passe au niveau du marché de l'énergie, donc pétrole, gaz et pas mal d'éléments comme ça. Donc la IEA note que le marché reste bien approvisionné, mais alerte sur des risques géopolitiques. Et ici, vous avez les perfs pré-market du crude WTI et du Brent. Vous voyez en gros comment c'est monté pas mal. Et vous avez vu les méga pics au niveau des volumes et les méga bougies lors de, on va dire, l'intensification du conflit. Okay, et maintenant, ça se calme quelque peu, mais attention. Poursuivons. Maintenant, au niveau du secteur défense et armement, on voit que lorsqu'il se passe quelque chose, comme on dit, ça c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est le monde du business. War is good for business. Donc la guerre, c'est bon pour le business. Et ici, vous avez l'industrie de l'aérospatiale et de l'armement. Et là, vous avez, ça c'est la performance hebdomadaire. Et une entité qui a gagné énormément, c'est Embraer avec elle a eu une perf de 11%, et d'autres entités comme on voit ici, Lockheed Martin, qui fabrique des missiles et des réacteurs et offre des services de cybersécurité. Donc tout ça, c'est défense. C'est monté pas mal. Vous voyez ici un peu moins de 3%. Raytheon aussi, autre entité clé qui est montée pas mal. Et on va dire, tiens, mais où sont des géants comme Boeing? Boeing
est en train d'accuser le coup suite à quoi? Ben, au crash de Indian Air. Donc, avec Boeing a une performance négative cette semaine, donc un peu moins de moins 8%. Et donc là, c'est le graphique de, comment dirais-je, de la compagnie Embraer. Et vous avez vu depuis le début du conflit comment c'est monté pas mal. Donc là, bien, vous voyez qu'il y a toujours des coups, il y a toujours des grands gagnants. Et ça, c'est un élément qui est super, super important lorsque vous voulez vous éduquer, vous initier au monde des marchés financiers. Vous devez être autonome et indépendant pour générer des idées. Savoir lire, interpréter, décrypter, déchiffrer et décoder l'information, la transformer en insight, c'est-à-dire en intelligence, et grâce à cela, ben voilà, générer des idées court terme, moyen terme et long terme, donc de trade à court terme ou des investissements sur le plus long terme, et ça c'est très important. Et savoir le faire en top-down, donc regarder ce qui se passe au niveau macroéconomique, microéconomique et en bottom-up, l'actif cible et voir comment cet actif pourrait évoluer dans le contexte microéconomique et macroéconomique contemporain et futur. Évidemment, c'est à vous à déterminer l'horizon de temps. Okay. Donc ici, comme on est là, Embraer montait pas mal, donc secteur défense et armement, hausse attendue en raison de la demande sécuritaire, donc RBC, donc c'est une banque d'investissement, évoque contraction des multiples PE, donc là c'est le multiple de price to earnings, mais opportunité structurelle pour des acteurs de la défense, comme vous voyez ici. Maintenant la clé c'est quoi? Est-ce qu'il est trop tard ou est-ce que est-ce que le momentum haussier va se maintenir? Et vous avez bien vu que pour que le momentum haussier se maintienne, il faut qu'il y ait une escalade et une continuité du conflit. Malheureusement, c'est ça. Donc, quelques gagnants probables côté équipementier et cybersécurité. Bon, là, vous avez pas mal d'entités et le grand gagnant. Ensuite, nous poursuivons. Troisième point, la synthèse de tout ce que nous venons de voir et la perspective. Donc là, les facteurs, risque géopolitique, inflation et politique monétaire, sécurité énergétique et tech et crypto. Conséquences, risque géopolitique, donc choc pétrole, or, brut et volatilité action. Donc perspective, le marché reste résilient. Citi, donc là c'est Citibank, reste optimiste et RBC alerte sur un risque baissier si inflation durable. Eh bien, ça, il faut le voir à travers le prisme des banquiers centraux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Inflation et politique monétaire, donc tout justement les banques centrales. Conséquence, or et dollar sous tension, taux stable pour l'instant. Donc la Fed et la BOE. BOE, c'est Bank of England, donc la Banque d'Angleterre, en attente et ajustement post-conflit possible. Vous voyez qu'ils attendent. Lorsqu'on dit post-conflit, ayez en tête aussi qu'en ranking, donc la deuxième position, vous avez, on peut dire ça comme ça, le conflit au niveau des tarifs douaniers. Donc États-Unis, Chine, États-Unis, Union européenne et tout le tralala. Okay. Donc au niveau sécuritaire énergétique, et donc conséquence, l'Iran menacerait le Détroit et Shell, donc là vous connaissez toute la compagnie Shell PLC, donc compagnie britannique, et la IEA reste vigilant. Et donc les perspectives alternatives via la OPEP+, possible pour stabiliser le risque reste asymétrique. Donc l'OPEP+, vous connaissez tous l'OPEP, donc l'organisation des pays exportateurs de pétrole, donc producteurs exportateurs de pétrole, et vous avez l'OPEP+, qui siège, si vous voulez, au-dessus, et on parle souvent de cartel et pas mal d'éléments comme ça, mais bon, soit, on va éviter ça ici. La clé, c'est quoi? Ben, on va voir les décisions qu'ils vont prendre. Okay, donc c'est très important, vu que vous avez pas mal de pays du Golfe, Moyen-Orient et d'autres, on va voir quelles sont les décisions qu'ils vont prendre. Pourquoi? Parce que s'il y a cette hausse, si cette hausse se maintient, donc hausse des prix d'énergie, ça peut être inflationniste. Et maintenant, vous rajoutez cela à les risques des tarifs douaniers. Okay, donc si ça continue, s'il n'y a pas de négociation, on va dire positive, enfin si l'issue des négociations n'est pas positive, tout ça c'est potentiellement inflationniste et deuxièmement, ça va impacter les marchés, ça va alimenter la volatilité et maintenant les banques centrales, si elles interviennent trop tard, pour nous, tant mieux si elles interviennent trop tard. Pourquoi? On pourra avoir des méga opportunités d'achat si la volatilité monte et que les marchés chutent. Okay, donc ce fameux chassé-croisé, cette corrélation négative. Et pour finir, tech et crypto, conséquence, Bitcoin confirme statut de refuge spéculatif. Bon, attention, j'aime bien ce qu'ils disent, hein, refuge spéculatif. Donc on spécule sur les qualités et les valeurs et les caractéristiques de valeur refuge et stock de valeur du BTC au niveau global. Okay, et donc la perspective, attentisme, mais potentiel haussier si inflation et la géopolitique se stabilisent. Okay. Maintenant, pour finir, en conclusion, forte turbulence liée aux tensions entre l'Israël et l'Iran ont déclenché des mouvements sur les matières premières et les actifs refuges. Et pour l'instant, la réaction reste domestiquée par la résilience des marchés actions et la capacité de substitution d'offres pétrolières. Et l'élément clé à suivre est la menace sur le détroit d'Ormuz. Donc on doit suivre la rhétorique et tout ce qui se passe, etc. Donc les perspectives, 1, surveiller de près l'évolution du conflit, notamment toute fermeture du détroit, impact potentiel, rappelez-vous, plus 25% sur le pétrole. 2, maintenir une allocation prudente sur les secteurs sensibles, donc énergie et défense, tout en conservant une exposition à la tech selon l'orientation de la Fed. Mais pas, ce sont des perspectives, ce sont des éléments d'orientation à surveiller. Évidemment, c'est à vous à faire le boulot. Troisième point, l'or et le Bitcoin restent des leviers de diversification face à l'incertitude. On verra si l'or va en profiter. Mais ici, je vais ouvrir une parenthèse, donc un clin d'œil aux insiders du GCTUM, parce que eux, c'est un élément
que nous martelons beaucoup, c'est maintenant que le Bitcoin est, on va dire, Wall Streetisé, donc sous forme d'ETF, et que maintenant beaucoup d'acteurs clés, donc acteurs majeurs de Wall Street et particuliers, donc à travers le monde, peuvent s'y exposer facilement. Si nous prenons les acteurs qui ont le plus de capitaux, donc là, qui font bouger les marchés, ce sont, on va dire, les institutions, family office, hedge funds et tout ça. Mais lorsque ces opérateurs ont ou sont exposés au BTC, ils sont mandatés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils doivent maintenir une certaine allocation dans les actifs. Donc, si un actif, un exemple, on va faire un petit exercice, donc là, que l'on fait assez souvent chez Stum.com, disons que les 100% de vos capitaux, pour faire simple, on va dire que c'est un fonds qui a 1 million. Et ils investissent dans 10 actifs. OK? Donc, ça veut dire 1 million, donc c'est 10% par actif. Donc, dans chaque actif, ils vont mettre 100 000. OK? Donc là, on va dire 100 000 dollars. Mais ça, c'est leur mandat. Leur mandat, ils sont limités à 10% par actif. Imaginez-vous qu'ils ont eu du Bitcoin et de l'or et que c'est monté pas mal, ou Embraer, par exemple, qui sont exposés, ils ont accusé le coup, ils ont pu anticiper cela, et que ces trois actifs, par exemple, ce serait euh, un, ce serait, disons qu'ils sont tous à 15%. Okay, donc Bitcoin passe de 10 à 15% du portefeuille, Embraer à 15% du portefeuille et l'or à 15% du portefeuille. Pour beaucoup, c'est bien, on va dire, bah, tiens, on va surfer la vague tant que ça dure. Non, ces entités, vu qu'elles sont mandatées, elles vont devoir ramener l'allocation à 10%. Disons que pour faire simple, le fonds est passé à 1,5 million. Okay, et maintenant, bah, ils doivent ramener, rappelez-vous, ils sont mandatés pour avoir 10% dans chaque actif. Donc maintenant, le 200 000 dans chaque actif, c'était, on va dire, la phase initiale. Maintenant, ils seront à 150 000. Donc, ils vont devoir recalibrer le portefeuille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont devoir revendre les excédents de ces trois positions pour les ramener à 10%. N'oubliez pas, au départ, c'était 10% de 1 million. Le fonds est monté à 1,5 million. On va dire que ces entités ont généré 15%. Okay, enfin, pas 15%, mais ils sont passés à 15% au niveau de leur allocation. Et on va dire le poids au sein du portefeuille. Et maintenant que le fonds est à 1,5 million, ils doivent, comment dirais-je, ils doivent restructurer tout cela, donc ramener chacune des positions à leur mandat initial qui était de 10% par position. Donc maintenant, on a 1,5 million, 10% de 1,5 million, ce serait 150 000. Okay, donc tout simplement, bah, là, ce sera réorganiser le portefeuille. Donc ça, c'est ce qui pourrait impacter le prix du BTC. Et c'est pour ça que vous voyez que malgré une intensification du conflit, bah, vous voyez, tiens, les actifs qui sont en train de baisser et tout ça. Il y a des prises de bénéfices de la part des apprentis sorciers. Donc en gros, ce sont les traders à très court terme, les spéculateurs qui prennent beaucoup d'effets de levier via des CFD, des options futures, etc. Et d'autres, comme maintenant, aujourd'hui, vendredi, c'est une journée de triple witching. Donc triple expiration d'options sur l'indice, sur actions et d'autres produits. Et donc c'est là qu'on recalibre les portefeuilles. Ça, ce sont des pratiques communes. C'est très, très, très important, ne jamais oublier cela. Donc les institutions doivent recalibrer leur portefeuille chaque fin de mois, chaque fin de trimestre et maintenant fin du semestre. Donc vous avez vu qu'on a une méga, méga convergence. Okay, donc là, en cette fin de mois de juin, malgré le conflit. Donc ça, ce sont des éléments que vous devez avoir ça à l'esprit. Okay, donc ça, c'est très, très, très important. Okay, donc ça, c'était le troisième point. Donc ça, l'élément que je voulais souligner. Et quatrième point, réévaluer les positions fin d'été à l'approche des potentielles baisses des taux américains. Donc prévision en septembre. Donc là, c'est pour un rate cut en septembre. Okay, donc là, voilà. Donc je pense que c'est tout. Et maintenant, n'oubliez pas qu'au sein du GCTube, nous avons toujours pas mal de promotions concernant les différentes solutions et services que nous offrons. Et nous avons la promo Summer Love, donc promotion Summer Love. En gros, c'est quoi? Ben, pour la modique somme de 125 euros, au lieu de 225, vous allez avoir accès aux masterclass qu'on a publiées en juin et les masterclass qu'on publiera en juillet et en août. Et avec cela aussi, vous avez accès à nos archives. Donc, toutes les masterclass qui ont été publiées depuis qu'on a commencé, je crois que c'était fin mars, début avril, donc avril, mai, juin, toutes ces masterclass sont inclus. Donc, ça, c'est notre pack, on va dire, pour cet été. Et autre pack qui est très important, si vous voulez apprendre à brainstormer comme je le fais et savoir interpréter, on va dire, les données macroéconomiques, microéconomiques, faire vos analyses, filtrer l'analyse quantitative, la recherche quantitative, l'analyse qualitative, mettre sur pied un portefeuille et pas mal d'éléments comme ça, bah là où la solution parfaite, c'est la souscription ProMarkets. Et là, vous allez voir notre suivi au quotidien, 2 fois par jour, en journée et en soirée, comment nous suivons les marchés financiers, comment nous brainstormons. Et donc là, ben, nous avons une promo 4 mois pour 333 au lieu de 396. Donc là, c'est très, très, très intéressant. Et ceux qui en veulent plus, ben, vous venez au www.jcetium.com où vous nous envoyez un mail pour, ben, tiens, j'aimerais être souscrire à ce que vous offrez. Et en plus de ça, ben, j'aimerais du coaching et du suivi one-on-one. Ben, là, on vous orientera vers la solution adéquate pour vous. Donc, nous avons des sessions de consulting d'orientation et nous avons des centras qui sont des travaux pratiques assistés, évidemment, aux côtés du consultant, donc moi, et là, on va en profondeur. Évidemment, il y a différents packs, donc là, prenez contact avec nous et on vous orientera.
OK. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à commenter pour cette session de recap. Vous voyez, il se passe beaucoup, beaucoup de choses, mais ici, notre modus operandi ou je dirais notre, comment dirais-je, notre mindset est toujours un mindset d'opportunité. Donc, vous voyez que c'est ce qui est représenté à l'image, des créateurs qui sont prêts à passer à l'action. Donc, en gros, c'est ça le mindset que nous avons. Nous restons focus, nous restons DOD, donc disciplinés, organisés et déterminés à nous soumettre à notre processus systématique et dénicher les opportunités. OK? Et bien, être flexible, savoir s'adapter à l'environnement macro et microéconomique contemporain. OK? Donc voilà, c'est tout pour moi. Excellent après-midi pour ce vendredi 20 juin. Excellent week-end. Et bien, moi, une adresse, si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, voici le mail, voici le téléphone pour nous laisser un message et la page internet www.justune.com pour savoir ce que nous faisons. Et vous allez voir que sur la page, vous avez aussi accès à quelques sessions intégrales de sessions de ce que nous faisons lors de nos brainstorming quotidiens. OK? Voilà. Un grand merci à vous tous. Excellent week-end et à très bientôt. Ciao.